Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc commencer cette journée. Euh, Bien que nous attendions encore un petit peu de monde et notamment des intervenants, mais qui vont pas tarder à arriver, je l'espère. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Léo Coutelec, donc je suis enseignant-chercheur en épistémologie et éthique des sciences contemporaines à l'Université Paris-Sud. J'espère en tout cas qu'à la fin de la journée, vous en saurez un petit peu plus sur ce qu'est l'épistémologie et l'éthique des sciences contemporaines, puisque c'est le sujet de cette journée. Je suis également chargé de la formation, la recherche et la prospective au sein du Poletis, qui est le Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université Paris-Saclay, qui est un nouveau département de cette université, qui n'en est pas encore véritablement une, mais qui le deviendra progressivement par la fusion de plusieurs universités et d'écoles. Poletis est un lieu de recherche, de formation, de prospective, dans lequel on pense les questions d'éthique de la recherche, de façon réflexive essentiellement, et peu de façon normative. Là aussi, j'y reviendrai à l'occasion de cette journée et de mon intervention. Je travaille également en collaboration étroite avec l'Espace Éthique Île-de-France, avec qui d'ailleurs nous organisons cette journée. Et au sein de l'Espace Éthique Île-de-France, nous menons des recherches par le biais d'un LabEx qui s'appelle Distal sur, on va dire, le diagnostic présymptomatique de la maladie d'Alzheimer et les enjeux éthiques et épistémologiques que cela implique. Voilà, donc c'est une journée qui rassemble, si vous voulez, un petit peu toutes ces perspectives-là, des perspectives universitaires, des perspectives de recherche-action, voilà, et des perspectives très concrètes aussi de réseau avec différents acteurs. Alors, cette journée s'inscrit dans un dispositif à l'espace éthique que nous appelons Conversation éthique, sciences et société. C'est la 5e édition cette année. Ces journées ont pour but d'approfondir un thème transversal, un thème particulier, en prenant le temps pour les intervenants de développer leurs pensées et en prenant le temps pour les participants de s'interroger, de poser des questions ou de commenter ces exposés. Raison pour laquelle, sur un colloque comme celui-ci, nous n'avons que 4 interventions, et non pas 7, 8 ou 10, comme c'est habituel, pour laisser le temps, précisément, au développement d'une pensée et à la discussion. Donc on s'inscrit dans les conversations dans un rythme qui est celui-ci. On a abordé plusieurs thèmes. On a abordé la question des générations futures, on a abordé la question du progrès et des limites, on a abordé la question de l'anticipation. On a abordé des questions de ce type-là, très transversales, qui n'appartiennent à aucune discipline, qui n'appartiennent à aucun champ particulier de l'entendement, pour essayer de les regarder selon différentes perspectives. Cette année, on a choisi un thème qui est au cœur de nos travaux, qui est celui de la production et du partage des savoirs. Et plus globalement, qui est le thème de notre rapport au savoir. Vous savez, et vous le constatez, vous l'observez, que la question du savoir, des connaissances, traverse une période de trouble, notamment lorsqu'il s'agit de définir le rapport de ces savoirs, de ces connaissances à la vérité, à la vérité et à la preuve. On parle beaucoup de post-vérité, de fake news, de ce genre de choses, de relativisme radical sur notre rapport à la connaissance. Et donc, c'est dans cet environnement, dans ce contexte, qui nous a semblé important de reprendre un petit peu la question de notre rapport au savoir en son cœur ou à sa base. C'est pour essayer de ne pas se laisser emporter trop dans le débat d'actualité, les échanges d'opinions sur ces sujets-là qui manquent parfois peut-être de nuances ou en tout cas d'assises réflexives. Et donc c'est la raison pour laquelle on a voulu faire cette journée et
vous proposer un travail sur notre rapport au savoir selon trois perspectives, principalement. Mais il y en aura bien d'autres durant cette journée, mais en tout cas dans les intentions. Travailler notre rapport au savoir, c'est d'abord travailler la question de l'entrée dans l'espace des savoirs, qu'on pourrait aussi dire l'entrée dans l'espace des raisons. Qui a le droit d'entrer dans cet espace? Y a-t-il des statuts? Y a-t-il des fonctions? Y a-t-il des normes ou des valeurs à respecter absolument pour rentrer dans l'espace des savoirs, l'espace des savoirs reconnus, l'espace des savoirs considérés comme crédibles? Donc il y a cette idée de l'entrée dans l'espace des raisons, dans l'espace des savoirs et ses conditions. Il y a aussi l'idée, une fois que nous sommes dans cet espace des raisons, dans cet espace des savoirs, dont il s'agit donc de savoir quel est son territoire et quelles sont ses limites, et quels sont les critères qui vous permettent de dire que vous êtes dedans ou dehors, hein, des débats classiques en épistémologie, on y reviendra. Une fois que ce savoir, cet espace est identifié, il s'agit de savoir comment se partagent à l'intérieur de cet espace les dites raisons ou les dites raisons ou les dits savoirs. Donc il s'agit ici, pour ce deuxième axe, de savoir quel type de démocratie pouvons-nous faire vivre à l'intérieur du champ des savoirs. Existe-t-il une démocratie des savoirs? Quelque chose qui serait de l'ordre d'une démocratie des savoirs. En quelque sorte, ici, il s'agit de se questionner sur la question de l'arbitrage ou de la hiérarchisation, du filtrage ou du tri entre les savoirs à l'intérieur de l'espace des raisons. Y a-t-il des savoirs plus importants que d'autres? Y a-t-il des savoirs plus robustes que d'autres? Y a-t-il des savoirs à valoriser plus que certains autres savoirs? Bref, il s'agit ici de travailler non plus la question de l'entrée dans cet espace, mais une fois dans cet espace, la question démocratique. Et puis enfin, il y a une troisième axe dans notre rapport au savoir qu'il est possible d'investir, c'est la question des effets ou des conséquences des deux premiers axes, c'est-à-dire les effets ou les conséquences, par exemple, d'une exclusion d'un porteur de savoir de l'espace des raisons crédibles ou de l'espace des savoirs reconnus. Quel effet ça a que d'exclure ou d'inclure un porteur de savoir dans cet espace, ou encore les effets et les conséquences d'une condition non démocratique ou d'une condition peut-être peu démocratique à l'intérieur de l'espace des savoirs entre différents acteurs. Quelles conséquences cela peut avoir? Est-ce que ça produit de l'invisibilité? Est-ce que ça produit de l'exclusion? Est-ce que ça produit de l'aliénation? Ou au contraire, est-ce que ça produit de l'émancipation, du croisement de savoir, du dialogue? Donc il y a la question aussi des conséquences de notre rapport au savoir. Voilà. Et là, l'idée très forte qui a été mise en avant ces dernières années et qui commence à monter un petit peu en France, timidement, parce que le néopositivisme chez nous reste très puissant, mais c'est une idée qui commence à être crédible, à rentrer dans l'espace des savoirs académiques, qui est celle d'injustice épistémique. L'idée d'injustice épistémique, autrement dit, l'idée selon laquelle les questions de justice ou d'injustice ont quelque chose à voir aussi avec la question des savoirs, et pas simplement avec des questions d'identité, de posture sociale, de géographie ou des choses de ce type-là. Mais il y a quelque chose aussi dans cet espace des savoirs qui peut être de l'ordre de la justice ou de l'injustice. Et donc c'est l'idée princeps, l'idée centrale de Miranda Fricker qui a contribué avec d'autres à populariser cette idée d'injustice épistémique. Cette philosophe Miranda Fricker pour laquelle l'injustice épistémique, donc qui est le titre d'un de ses livres notamment traduit en français, l'injustice épistémique, c'est le fait pour un individu ou un groupe, ici on peut aussi s'attarder sur des collectifs, des groupes, de subir une injustice
quant à ses capacités de connaître ou de transmettre le savoir, de subir une injustice quand ses capacités de connaître ou de transmettre le savoir sont déniées ou empêchées. Autrement dit, elle identifie, Miranda Fricker, deux types d'injustices épistémiques. Alors, je ne rentre pas dans le détail et dans la mécanique de sa pensée, parce que je pense que dans la journée, et notamment avec l'intervention de Catherine Slodjoux cet après-midi, on va y rentrer dans la précision. Mais je dirais simplement en première instance, et pour vous donner un aperçu de ce qui peut se trouver derrière le terme d'injustice épistémique, Miranda Fricker dit qu'il y a deux types pour elle d'injustice épistémique, ce qu'elle appelle une injustice épistémique de type testimonial et une injustice épistémique de type herméneutique. Alors, bon, c'est des mots qui sont un peu barbares, mais en fait sont très simples à comprendre derrière. Ce qu'elle appelle l'injustice épistémique testimoniale, c'est un déni de crédibilité. C'est le fait de ne pas accorder de crédibilité à un témoignage. Par exemple, le témoignage de ce patient qui parle de sa maladie, ou le témoignage de cet agriculteur qui vous parle de son sol, ou le témoignage de cette personne oppressée qui vous parle de la domination qu'elle subit, par exemple la domination masculine, etc., etc. Donc l'injustice épistémique consiste à dénier à la personne une crédibilité sur le témoignage qu'elle peut nous transmettre, nous proposer. Et donc ça, bon, c'est évidemment des choses que l'on voit assez fréquemment, des injustices épistémiques de ce type. Et derrière, il y a l'idée que ces témoignages, mais qui sont de l'ordre de la connaissance, qui peuvent être de l'ordre de la connaissance, il y a des conditions pour qu'ils soient, mais ça c'est encore un autre sujet, leur crédibilité serait liée au fait qu'ils respectent un certain nombre de normes et de valeurs épistémiques admises dans la communauté scientifique. Or, ici, précisément, c'est là qu'il faut travailler, parce que ces normes et ces valeurs épistémiques, soi-disant admises au sein d'une communauté, sont sous contrainte d'une réflexivité. Toute l'histoire des sciences nous le montre, et il n'y a pas des normes et des valeurs épistémiques fixes une bonne fois pour toutes, qui pourraient nous permettre de ce tri et qui pourraient nous permettre cette identification a priori de la crédibilité d'un témoignage. Donc c'est cet aspect-là que Miranda Fricker travaille sur ce qu'elle appelle l'injustice épistémique de type testimonial. L'injustice épistémique de type herméneutique est tout autre chose, mais en lien tout de même. Il s'agit ici de dénier, non pas de dénier la connaissance d'un porteur de connaissances ou la crédibilité d'un témoignage, mais il s'agit ici d'empêcher à certaines catégories de personnes, certains acteurs, d'accéder au savoir sur leurs propres conditions. En quelque sorte, de les empêcher d'accéder à l'espace des savoirs, de les laisser à l'extérieur de cet espace et de réserver le savoir sur leurs conditions, le savoir sur leur existence, le savoir sur leur métier, parfois, parce que ça peut être aussi des personnes qui sont en activité professionnelle, par exemple. Et vous verrez après que je travaillerai sur la question aussi des techniciens, des praticiens. Bref, des catégories de personnes auxquelles on dit « le savoir sur ce que vous faites ne vous appartient pas ». Il y a pour ça des disciplines, des théories, des espaces réservés pour la construction des savoirs sur ce que vous faites. C'est contre ce type d'injustice épistémique, donc herméneutique, que le mouvement ATD Quart Monde a créé les universités populaires. Ces universités populaires. Les universités populaires ATD Quart Monde sont typiquement des outils pour essayer de lutter contre cette injustice épistémique de type herméneutique, en disant les savoirs sur la grande pauvreté doivent être aussi produits par les gens qui sont dans la grande pauvreté. Et empêcher ces personnes dans la grande pauvreté de créer des savoirs sur leurs propres conditions ou d'accéder à des savoirs dans le cadre d'un croisement des savoirs sur leurs propres conditions est une injustice épistémique, en plus d'être une injustice sociale, évidemment. Donc c'est ce travail-là, finalement, que Miranda Fricker a essayé de conceptualiser et a essayé
d'illustrer dans son ouvrage. Et donc cette journée, si vous voulez, pour un petit peu voilà, essayer de boucler cette petite présentation de la journée, s'inscrit dans cette dynamique-là avec la prudence et avec la vigilance, la lucidité que ce sont des questions difficiles. Ce sont des questions difficiles, ce sont des questions qui font débat. Hein, au sein de ma communauté d'épistémologues, c'est des questions qui sont très tendues. Hein, parce que, évidemment, comme disait Bourdieu, il y a au sein de l'espace des savoirs, au sein de l'espace des réseaux, une lutte pour l'autorité scientifique. Et donc, cette lutte pour l'autorité scientifique, elle est d'autant plus forte quand des discours comme ceux qu'on va essayer de tenir aujourd'hui, ou des recherches comme celle de Miranda Fricker ou les miennes, essaient de bousculer précisément les hiérarchies établies quant à ce qu'on appelle l'autorité scientifique. Donc, il faut être prudent. Et puis, bon, les arguments des deux côtés sont très bons. Hein, pour un argument, et c'est pour vous montrer aussi voilà, le fait que ça va se débat, pour un très bon argumentaire contre l'idée d'injustice épistémique, ou en tout cas contre l'idée que ce que Miranda Fricker appelle une injustice épistémique, en fait, est une injustice qui n'est pas épistémique, mais qui est sociale, mais dont les conséquences sont épistémiques. Et donc, en fait, il n'y a pas à traiter d'un point de vue épistémologique ces injustices, mais à les traiter d'un point de vue politique et social. Lisez les travaux de Pascal Engel. Pascal Engel, qui est un philosophe des sciences, un épistémologue très intéressant et qui travaille ces questions d'épistémologie des vertus, d'épistémologie des vices aussi, et qui vient de sortir un magnifique ouvrage qui s'appelle « Les vices du savoir », dans lequel il travaille ces questions d'injustice épistémique contre la thèse de Miranda Fricker. Et je dois dire que c'est aussi très convaincant. Donc, ces questions-là ne sont pas fermées, sont ouvertes, sont en travail, et c'est la raison pour laquelle on a voulu faire cette journée, c'est qu'on va les travailler précisément aujourd'hui selon différentes perspectives.